Mes amis IES, dans cet épisode, nous allons essayer d'explorer le nombre de personnes qui seraient neuroatypiques, savoir combien il y a de neuroatypiques ou de neurodivergents, sachant encore une fois, comme vous le savez, que les termes neuroatypiques et neurodivergents ne sont pas des termes médicaux, ne sont pas des termes officiels, et que, et c'est là le problème, chaque spécialiste, chaque personne, chaque ouvrage, chaque article a sa propre définition de la neuroatypie ou de la neurodivergence, et que donc, c'est là où ça va être compliqué, parce que en réalité, lorsqu'on parle de neuroatypie, on peut parler soit de 1% de la population, soit de 50 à 60% de la population. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Ça paraît incroyable comme ça, mais je vais vous le démontrer, je vais vous l'expliquer. Alors en quoi c'est intéressant ? D'abord c'est intéressant parce que vous vous doutez bien qu'il faut savoir de quoi on parle et que dans ce genre de domaine, la neuroatypie ou la neurodivergence, voire si on veut vraiment parler de domaine médical, de troubles psychologiques, psychiatriques, de pathologies, etc., c'est toujours important de savoir la prévalence, de savoir de qui on parle, combien de personnes sont dans ce cas. Et puis aussi parce que j'ai réalisé qu'il y avait un certain discours contradictoire et incohérent chez certaines personnes qui utilisent un certain narratif de neuroatypie ou neurodivergence comme étant une toute petite minorité, une infime partie de la population, tout en revendiquant une définition élargie et parfois même maximaliste, on va appeler ça, de la neurodivergence ou de la neuroatypie. Or, vous allez voir qu'on ne peut pas avoir les deux. Et que même si ça arrange certaines personnes de parler de minorités infimes pour servir une sorte de narratif de domination par les neurotypiques, entre guillemets, encore faudrait-il définir qui sont les neuroatypiques, si les neurotypiques existent, et discuter de cette éventuelle domination de manière critique et pas s'engouffrer dans une vision extrémiste. C'est pour ça qu'il est important, selon moi, de toujours spécifier de quoi et de qui on parle lorsque l'on parle de neuroatypie. Et c'est pour ça qu'il est important, selon moi aussi, de rappeler que le terme neurotypique n'est lui aussi pas un terme médical ni officiel et qu'il n'existe pas scientifiquement de cerveau neurotypique. Tout est un continuum, une continuité, et il faudrait toujours utiliser ce terme neurotypique avec des grosses pincettes. On ne peut pas d'ailleurs les reconnaître. Et là, on va comprendre que si on arrive à un chiffre de neuroatypique qui monte jusqu'à 50%, ça tient plus, ce narratif ne tient plus. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on est à égalité, par exemple, s'il y a 50% de neuroatypiques et 50% entre guillemets de neurotypiques, ce n'est pas parce qu'on est à égalité sur le plan numérique que l'on ne peut pas être dominé. Les meilleurs exemples sont le patriarcat qui est une domination des hommes sur les femmes, sachant qu'il y a la moitié de femmes dans la population. Cette domination, les principes, les enjeux, les mécanismes de domination n'ont pas besoin qu'il y ait forcément une domination numérique. On a aussi le cas, évidemment, de l'apartheid en Afrique du Sud, où les Noirs étaient beaucoup plus nombreux que les Blancs, et pourtant c'était eux qui étaient dominés. Donc c'est important de mettre tout le temps des nuances, tout ça, donc je ne vais pas pour l'instant parler précisément de ce qui pourrait être une domination des neurotypiques ou du système neurotypique sur les neuroatypiques. Je ne vais pas parler d'un concept qui pourrait être intéressant, qui s'appelle la neuronormativité, un concept militant, là aussi venu du militantisme, qui vient des sciences sociales aussi, qui dirait qu'il y aurait une façon de fonctionner, qu'on pense qu'il y aurait une façon de fonctionner du cerveau, d'avoir des comportements, d'avoir des attitudes, une manière de travailler, une manière de vivre, qui serait la norme et qu'on voudrait l'imposer aux autres, et que cette norme serait imposée par les neurotypiques. Tout ça, on peut en rediscuter, mais ça sera pour une autre fois. Là, on va d'abord, avant, discuter du nombre de neuroatypiques qu'il y aurait. Donc, nous allons parler de prévalence et qu'il va falloir expliquer ce que c'est la prévalence et comment on la calcule. Alors, une petite précision, je vous souhaite la bienvenue sur Intensément, évidemment, et je vous rappelle que ceci est mon boulot, c'est mon travail, malgré le décor que vous voyez autour de moi si vous regardez ça sur YouTube, si vous ne nous écoutez pas en podcast. C'est mon travail. Et donc, si vous voulez m'aider
à faire ce travail, vous savez que le modèle financier d'Intensément Podcast, c'est les contributions financières. Et donc, vous pouvez contribuer, vous pouvez devenir contributrice d'Intensément Podcast. Je vous enjoins à nous rejoindre dans notre vaisseau spécial et à m'aider à continuer ce que je fais. J'ai vraiment besoin de vos contributions. C'est mon travail, c'est ce qui me permet de vivre et c'est ce qui permet de faire vivre ce podcast intensément. Et je vous en remercie intensément et je remercie du fond du cœur celles et ceux qui ont déjà participé et qui continuent à participer à Intensément. Donc, neuroatypie. Alors, la définition, ça serait, on va dire, la définition large. La définition qu'on retrouve dans le dictionnaire français depuis 2025 du Petit Robert, ça serait un fonctionnement neurologique qui diffère de la norme. Le problème, c'est que ça veut tout dire et ça veut rien dire du tout. Et que si on regarde la liste qu'il y a dans le Petit Robert, c'est une liste vraiment éclatée au sol, j'en ai déjà parlé, puisque c'est une liste typiquement franco-française qui parle de autisme, TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH, et les troubles 10 qui n'existent plus, qui sont les troubles des apprentissages, les troubles de la coordination, etc., etc. C'est toujours difficile pour moi de me rappeler de cette liste-là, mais je préfère toujours parler des troubles 10 parce que j'ai été habitué à parler de ça. On connaît tous les dyspraxiques, dyslexiques, tout ça, qui, comme l'autisme, et le TDAH fait partie, au niveau médical, cette fois-ci, de ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Et puis, au milieu, le Petit Robert met le HPI, qui n'est pas une pathologie, le haut potentiel intellectuel, encore une fois, qui est placé dans les neuroatypies parce que aussi il y a des études qui montrent qu'il y aurait des fonctionnements spécifiques de certaines zones du cerveau, des réseaux de neuronaux qui seraient plus rapides, plus complexes, blablabla. Donc ce n'est pas une pathologie, mais on le met dedans. On pourrait imaginer qu'on le met dedans, bien que moi ça me plaise pas parce que je préfère ne pas mettre des choses qui ne sont pas des pathologies. Alors j'ai déjà exprimé mon désaccord vis-à-vis de cette liste-là. Je comprends que des personnes le mettraient dans la liste des neuroatypies, mais je ne comprends pas pourquoi il serait en avant dans la liste des neuroatypies, dans ce cas-là, et pas les troubles du neurodéveloppement qui ont leur place, on va dire, naturelle dans la liste des neuroatypies. Troubles du neurodéveloppement qui comprend aussi l'éthique, qui comprend aussi les troubles de la communication, mais qui comprend aussi le trouble du développement intellectuel, donc on appelait autrefois le trouble de la déficience intellectuelle. Donc, c'est-à-dire un des critères principaux, mais pas le seul, avoir un quotient intellectuel très bas, donc de l'autre côté du haut potentiel intellectuel. Et on n'en parle pas dans les listes franco-françaises, on en parle par contre dans les listes anglophones. Alors je suis allé un peu trop rapide, excusez-moi, je n'ai pas de script, donc je pars un peu dans tous les sens. Prenons la base de la neuroatypie, c'est-à-dire le principe premier qui a été créé, c'est la neurodiversité, créée par les militants américains autistes. Et donc tout tournait autour de l'autisme. Ensuite, chronologiquement, à partir de cette base, le terme neurotypique a été créé pour parler de personnes qui n'étaient pas autistes. Ensuite, le terme neurodivergent est arrivé. Il a été créé par une personne, j'en ai parlé aussi, qui s'appelle Asiane Asasumaru. Et cette personne, Asiane Asasumaru, elle a créé le terme neurodivergent dans les années 90 pour dire, mais ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas autiste, elle était autiste aussi, ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas autiste qu'elle est neurotypique. Et donc, elle a dit, il y a toutes ces personnes-là qui sont ce qu'on appelait à l'époque les alliés, les TDAH, les 10 et tout ça, qui sont neurodivergents. Mais elle a étendu cette liste à aussi tout un tas de personnes qui avaient des troubles neurologiques, des troubles mentaux, des troubles neurodégénératifs, comme Alzheimer, Parkinson, etc. Et tout un tas de troubles ou de pathologies psychologiques et psychiatriques qu'on retrouve régulièrement, c'est-à-dire dont on parle régulièrement en santé mentale, c'est-à-dire les schizophrènes, les bipolaires, les borderline, tout ça, elle a englobé dans un grand truc qu'elle appelait neurodivergent. Mais aussi l'anxiété, les dépressifs, etc. Et ce qui fait qu'à partir de là, on s'est retrouvé avec des listes qui étaient plus ou moins floues, surtout dans le monde anglophone à cette époque, pas encore dans le monde francophone. Et petit à petit, dans le monde francophone, est arrivé un terme, il s'est surtout imposé en France, qui est le terme de neuroatypique, qui a pris la place du terme neurodivergent. Et les listes francophones, en général, de neuroatypie, vous balancent principalement de l'autisme, du TDAH, du HPI, chose qui n'était pas prévue au départ ni par Asiane Asasumaru ni par n'importe qui d'autre au niveau anglophone, et vous balance de l'hypersensibilité au milieu. Hypersensibilité qui se retrouve aussi quelquefois dans certaines listes anglophones, mais surtout dans les listes francophones.
Parce que je considère que soit c'est de l'ignorance, soit c'est de l'élitisme, mais on préfère mettre le HPI et l'hypersensibilité que la déficience intellectuelle ou autre chose. Bon, c'est plus sexy, HPI ou hypersensible. Vous en déduisez ce que vous en déduisez, mais bon voilà. On revient sur les chiffres. Si on prend une définition très restrictive de la neuroatypie comme la base, c'est-à-dire l'autisme, on se retrouve avec une prévalence de, alors basse on va dire 1% jusqu'à 2%, mais en général on dit 1,5%. Alors ces prévalences, qu'est-ce que c'est ? Ces prévalences, là aussi c'est complexe, figurez-vous, parce que en fait c'est pas le nombre de personnes qui ont été diagnostiquées et on calcule le nombre de personnes, le pourcentage de nombre de personnes qui ont été diagnostiquées par rapport à la population générale. On pourrait le faire, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un autisme, qui sont autistes, vous prenez ce que vous voulez comme définition, ou qui ont autre chose, TDAH, tout ça, et qui ne sont pas diagnostiqués, qui passent au travers des diagnostics. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec une prévalence basse, quelquefois très basse, quelquefois très biaisée. Alors, il y a une autre forme de calcul de la prévalence, de prendre un grand nombre de personnes, de leur envoyer des questionnaires, et en fonction de leur réponse au questionnaire de dépistage, en fonction des réponses au questionnaire, on se retrouve avec un pourcentage par rapport au nombre de réponses. Problème de cette méthode, dans ce cas-là, c'est beaucoup trop haut, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'autodiagnostiquent ou qui répondent d'une certaine manière, et au final, on se retrouve avec des résultats qui sont beaucoup plus hauts que la réalité. Donc il faudrait réajuster. Mais c'est une méthode plus ou moins facile. La troisième méthode, ça serait d'envoyer ces questionnaires-là. Et puis, lorsqu'on a des personnes qui répondent de telle manière qu'on pense qu'ils ou elles sont autistes ou TDAH ou ce que vous voulez, on leur fait passer un bilan, une démarche diagnostique complète, un diagnostic, et ensuite on fait le pourcentage, le calcul statistique, etc. Ça serait la meilleure manière. Le seul problème, c'est que c'est compliqué à faire. Très cher, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'investissement humain, etc. Alors ce qui se passe la plupart du temps, quand on voit ces chiffres-là de prévalence de l'autisme ou de prévalence du TDAH, etc., c'est qu'on a une combinaison de tout ça. Dans divers pays, on prend les études les plus fiables, ensuite des méta-analyses, des synthèses qui réajustent les chiffres en fonction, etc. Tout ça. Ensuite, on sort avec une sorte de chiffre consensus, et c'est de là d'où sort le chiffre de 1,5% d'autisme dans le monde, en France, etc. Alors, il y a beaucoup de personnes qui reviennent dessus, qui disent « Oui, mais en fait, ce chiffre-là, il est aussi biaisé. Les femmes ne sont pas assez prises en compte. » Pour l'instant, de manière consensuelle, dans les manuels diagnostiques comme dans les diagnostics, il y a plus d'hommes diagnostiqués autistes ou TDAH que femmes. Donc voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour ça va évoluer, ça a déjà évolué, il y a de plus en plus de femmes diagnostiquées et les chiffres sont en train de se réajuster, mais pour l'instant on n'arrive pas à avoir des chiffres qui arrivent jusqu'à une parité. Donc c'est comme ça. C'est comme ça pour beaucoup de troubles. Hein. C'est pas que l'autisme. Voilà, ne bloquez pas sur l'autisme ou sur le TDAH ou sur les neuroatypies quelconques, c'est sur plein de troubles comme ça. Toujours est-il que 1,5%, c'est très peu. Et là, oui, on peut avoir ce narratif de dire qu'on est entouré de, entre guillemets, non-autistes, donc de neurotypiques, entre guillemets. Et là, oui, quand on arrive quelque part, quand on travaille dans un bureau, quand on travaille n'importe où, à l'école, dans un supermarché, dans un rassemblement de personnes, c'est très rare qu'on soit beaucoup d'autistes dans cet endroit, dans ce lieu-là. Donc, effectivement, le narratif qui dit qu'on serait entouré presque de 98% ou 99% de personnes qui ne seraient pas autistes, c'est le bon narratif dans ce cas-là. Même si ça ne veut pas dire que tout le monde vous regarde comme une merde, hein, encore une fois. Mais en tout cas, numériquement, c'est une minorité, une vraie minorité, une très petite minorité. Deuxième définition de la neuroatypie, on va étendre ça. Les premiers élargissements comprenaient le TDAH. Et si on prend le TDAH, on a très souvent, de manière consensuelle, des chiffres qui tournent autour de 5% pour les enfants et 3% pour les adultes. Alors, au passage, pourquoi 5% pour les enfants par rapport à 3% pour les adultes ? Entre autres, et ça, beaucoup de gens ont du mal à l'accepter, parce que c'est entre autres, c'est une des explications pourquoi il y aurait moins d'adultes que d'enfants diagnostiqués, c'est entre autres parce qu'on peut sortir des critères diagnostiques. Attention, je n'ai pas dit guéri. Je pourrais utiliser le terme guéri. Moi, ça ne me dérangerait pas d'utiliser le terme guéri. D'autres personnes parlent de rémission. Des spécialistes parlent de TDAH en rémission. On peut sortir des critères diagnostiques, c'est-à-dire
avoir toujours, entre guillemets, ce fonctionnement spécifique qui a mené au diagnostic de TDAH, sauf que ce fonctionnement n'est plus symptomatique. On aurait des fonctionnements, des comportements, mais qui n'impacteraient plus négativement notre vie, la vie des autres, dans plusieurs domaines, et qui ne seraient plus aussi intenses, etc. Et donc, on n'a plus de troubles. On a toujours le même fonctionnement, mais on n'a plus de troubles. C'est une des explications. Il y en a qui veulent absolument pas entendre parler du fait que le TDAH ou l'autisme puisse se guérir, qu'on puisse ne plus être autiste ou TDAH, mais en tout cas, la rémission est une réalité, le fait de sortir des critères est une réalité, et il faut l'intégrer. Voilà. Mais on va être gentil, on va mettre 5% pour tout le monde. Alors 5%, c'est toujours une minorité. 5%, ça veut dire qu'il y a 95% des gens, quand vous rentrez quelque part, qui n'ont pas de TDAH. Donc dans une classe, ça veut dire qu'il y a un TDAH par classe. Votre classe, elle est de 25 à 30 enfants. Et c'est pareil au travail, etc. Alors si on met les deux ensemble, donc autisme plus TDAH, sachant qu'il y a des autistes qui ont un TDAH, alors certains chiffres vont jusqu'à 40 à 50% d'autistes qui auraient un TDAH, et dans le sens inverse, ça serait plutôt 30% ou un peu moins de TDAH qui auraient un autisme. Bon, donc on va dire que ça peut faire jusqu'à 6%, 7% de personnes autistes plus TDAH, mais quand même on est sur une minorité quand même, 7% c'est une minorité. Ensuite, dans le concept de neuroatypie, c'est greffé très rapidement, évidemment, aussi donc tous les troubles 10, qui font aussi partie des troubles du neurodéveloppement. Donc, tous ces troubles, en gros, les prévalences qu'on trouve à travers le monde, ça fait autour de 8%. Alors, il y a beaucoup de ces troubles qui sont aussi très masculins, un niveau de prévalence masculine beaucoup plus forte que féminine, mais bon, on garde pour l'instant ces chiffres, c'est les consensus pour l'instant, ça change petit à petit, mais voilà, on va pas les changer. Si on rajoute ça avec les TDAH et les autistes, qui, là aussi, il y a beaucoup de comorbidités entre troubles 10, TDAH, autisme. Donc, on ne peut pas faire un cumul. On peut essayer de faire un mélange. Donc, tout ça, c'est des hypothèses. D'autant qu'on va rajouter, évidemment, tous les autres troubles du neurodéveloppement parce que ce sont précisément des troubles avec un fonctionnement neurologique hors norme. Donc, troubles de la déficience intellectuelle, donc TIC, le syndrome de Gilles de la Tourette. Bref, nous arrivons presque à 16%. En gros, quoi. Et là, vous commencez à comprendre qu'on est toujours dans une minorité, certes, mais quand même, ça nous donne une personne sur 6, quoi. Là, c'est vachement moins rare. Si je vous prends le cas de la classe de mon fils, il y a environ 3 enfants qui ont un ordinateur. Que ça soit pour une dyspraxie, pour une dysgraphie, pour une dyslexie ou je sais pas quoi, un quelconque trouble du neurodéveloppement. Alors peut-être que c'est une classe spéciale, encore une fois on va pas faire une généralité, mais en tout cas, si on prend tous les troubles du neurodéveloppement, on n'est plus dans la rareté. On est toujours dans la minorité, mais on n'est plus dans la rareté. On n'est plus dans quand je rentre quelque part et qu'il y a 30 personnes, je suis tout seul. C'est plus le cas. Et c'est important à préciser. Alors avant de passer aux intrus, parce qu'il y a 2 gros intrus dont je vous ai parlé tout à l'heure, et alors il y en a un de ces 2 intrus, spoiler, l'hypersensibilité qui va exploser les chiffres, et là vous allez plus rien comprendre, on va y revenir. Mais si vous prenez les listes de neurodivergence, les listes de neuroatypie, qui sont de plus en plus élargies, et ça peut se comprendre, encore une fois, je ne fais pas du gatekeeping comme on dit, je dis quand on parle de ces sujets-là, moi, je parle de neuroatypie sur Intensément. J'explore, j'essaye de chercher les infos les plus fiables possibles sur les HPI et les neuroatypies. Et dans ce cas-là, je dis, il faut toujours préciser de quoi on parle. Ma définition de neuroatypie, et j'ai déjà expliqué pourquoi je l'ai prise, c'est principalement l'autisme et le TDAH, et aussi un peu les troubles 10, mais principalement l'autisme et le TDAH. La base historique, pourquoi ? Parce que sinon, j'aurais vraiment du mal à parler en général de quelque chose qui est trop vaste. Donc j'ai décidé de restreindre ça à l'autisme et au TDAH. Mais je le dis, parce que si vous ne le dites pas, les personnes d'en face vont croire que lorsque vous parlez de neuroatypie, vous parlez aussi des schizophrènes, ou vous parlez aussi des bipolaires. Et donc, nous en venons à ces listes-là, listes qu'on peut retrouver quelquefois, je vous ai montré dans un épisode la liste de l'université de Glasgow, une liste des neurodivergences, et c'est donc une liste énorme qui comprend tout un tas de troubles en santé mentale, schizophrénie, bipolaire, borderline, mais aussi donc des troubles neurologiques. Je me souviens plus s'il y avait la dépression ou l'anxiété, mais en tout cas, on retrouve ça aussi dans certaines listes anglophones et dans certaines listes francophones. J'oublie probablement des pathologies et des troubles en santé mentale.
général que vous allez retrouver, qui peuvent être pris aussi comme fonctionnement neurologique hors norme, parce qu'à chaque fois, on va retrouver des études qui vont montrer qu'il y a des atteintes au niveau, quand on fait des IRM ou quand on fait des études au niveau des scans, tout ça, on va retrouver qu'il y a des atteintes et alors on va dire, vous voyez là, il y a un fonctionnement qui pourrait être hors norme, qu'on ne retrouverait pas ailleurs dans le groupe contrôle. Et donc, il y a des personnes aussi, et là aussi ça se comprend, qui parlent de fonctionnement neurologique hors norme acquis. Donc c'est pas forcément quelque chose que l'on aurait dès la naissance, comme les troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme ou le TDAH, mais quelque chose que l'on va acquérir tout le long de la vie. Donc ça pourrait être le cas de la plupart des troubles mentaux, de troubles psychologiques, troubles psychiatriques et de troubles neurologiques. Et il y en a donc qui proposent aussi, dans ce cas-là, les traumatismes. Parce qu'il y a aussi des études qui montrent que les traumatismes, c'est quelque chose qui atteint aussi le cerveau. Et là, dans ce cas-là, si on fait le cumul de toute cette liste, vous la mettez dans la tête, la liste de tous les troubles mentaux, les troubles neurologiques, de tous les troubles neurodégénératifs, etc., le traumatisme et tout ça, alors on ne peut pas être certain. Donc je vais dire, ça part entre 30% et 50%. Allez, on va être gentil, on va couper la poire en deux, 40% facile. Alors, je fais un gros warning, il n'y a aucun chiffre officiel qui permette de confirmer ce que je viens de dire. En toute honnêteté, ce sont des grossières estimations spéculatoires, si jamais ça se dit comme ça, que j'ai fait dans mon coin en faisant des simulations avec les études, tout ça, avec des intelligences artificielles, des modèles, etc. Mais on peut quand même raisonnablement penser qu'une fourchette basse de 30%, c'est vraiment très bas quand on regarde cette immense liste, et que la fourchette haute de 50%, oui, on peut la considérer comme exagérée, mais figurez-vous que j'ai fait d'autres simulations qui m'ont donné presque 80 à 90%. Et vous savez pourquoi ? Pour une raison incroyable, c'est que presque tout le monde est obligé de passer à un moment ou à un autre par un des troubles ou pathologies présentes dans cette large liste. Et donc, à un moment ou à un autre de sa vie, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'était pas neurodivergent, entre guillemets, selon vos critères avant, mais l'est devenu par la suite, genre l'avant-veille. En tout cas, si 80-90%, ça me paraît pas vraiment possible à défendre comme ça, là, ça paraît énorme, on peut pas dire ça, il me semble quand même que 50%, en fourchette haute, c'est pas malhonnête, ni de proposer 40% comme plausible. Car les listes de neurodivergence ou neuroatypie qu'on pourrait qualifier de maximalistes, ça va même beaucoup plus loin en y accueillant des personnes qui n'ont pas forcément de diagnostic mais qui se considèrent fonctionner de manière neurodivergente. Donc non, il me semble que ce n'est pas une exagération. Donc là, vous voyez, on n'est plus dans la petite minorité. Déjà, 30%, c'est le nombre de personnes qui ont voté Macron. Et Macron, il est président. donc voilà, 40%, on n'est plus dans la petite minorité. 50%, on n'est pas dans la petite minorité du tout, on est dans l'égalité. Et puis, il y a les deux intrus. Les deux intrus, donc le HPI, le haut potentiel intellectuel. Mais bon, HPI, c'est que 2,5%. Et on ne peut pas faire le cumul de cette liste. Certains ont un HPI, d'autres non. Donc on va dire que ça va rajouter au pire 1%. C'est pas grave. Mais par contre, le deuxième intrus, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité qui est dans beaucoup de listes de neuroatypies francophones. Ils se régalent à mettre l'hypersensibilité. L'hypersensibilité qui est un trait de personnalité. Un trait de personnalité. C'est comme ça que la créatrice de l'hypersensibilité le considère et que la plupart des spécialistes de l'hypersensibilité considèrent l'hypersensibilité. Ce n'est pas une pathologie. C'est ni négatif ni positif, c'est un trait de personnalité comme la curiosité, etc. On peut être plus curieux que d'autres ou n'importe quoi. Bref, sa créatrice, Elaine Aron, quand elle a créé, elle pensait à la base déjà qu'il y avait 20% de personnes qui étaient hypersensibles. C'était déjà beaucoup. Elle a fait un questionnaire, le questionnaire le plus passé pour dépister entre guillemets l'hypersensibilité. Ce questionnaire a été donc utilisé dans des tonnes d'études par elle-même et par d'autres personnes et par d'autres équipes. Et en fait, ils ont trouvé non pas 20% comme elle le pensait, mais 30%. C'est-à-dire que déjà, d'emblée, tout seul, l'hypersensibilité, ça serait 30% de la population. Or, il y a des études qui montreraient que peut-être à refaire, parce que c'est des petites études, etc. Bon, bref, voilà, on n'est pas dans la certitude, mais que peut-être les personnes qui auraient le trait de personnalité sensible très haut, auraient aussi un fonctionnement neurologique spécifique, je ne sais plus, dans l'amygdale ou un truc comme ça. Bref, moi je suis nul en neurologie, mais bon, voilà. Et donc, ils les mettent dans les neuroatypies. Donc, dans ces petites listes que vous voyez très facilement, parce que les listes francophones, elles sont super rapides. On dit autisme, TDAH,
HPI hypersensible. Ben déjà, là, on est à 35%, 36%. Et il y a un truc au passage, je vous ai dit que souvent on parle de HPI, mais on ne pense pas à parler de la déficience intellectuelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ce questionnaire, dans le concept d'hypersensibilité, ben on a 30% d'hypersensibles et on a 30% d'hyposensibles. Et ces hyposensibles, si on faisait des études, parce qu'il n'y en a pas, parce que c'est pas sexy le concept d'hyposensibilité, si on faisait des études, ben on trouverait sans doute un fonctionnement neurologique hors norme. Et donc, si on rajoute l'hypersensibilité et l'hyposensibilité, ben ça fait 60% de la population. Et si on rajoute à ça, si on fait le cumul ou l'ajout, si on mêle les deux, parce qu'on peut penser que c'est comorbide avec tout un tas de troubles, on dépasse peut-être les 60%. Mais les gens ne parlent jamais d'hyposensibles. Donc on va oublier les hyposensibles, les pauvres, parce qu'ils ne sont pas sexy, on n'en a pas envie, les hyposensibles, pourquoi faire ? Donc on a en tout cas, si on met l'hypersensibilité avec toute cette liste dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est facile dans les 50%. On n'est plus du tout dans une minorité numérique. On peut être dans des éléments de domination, comme je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au patriarcat, donc, où là aussi c'est 50-50, les femmes, les hommes. Ça n'empêche pas que les femmes ont été et continuent à être largement dominées dans tout un tas de choses. Il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de possession, tout ça. Donc on peut être dominé en n'étant pas une minorité numérique, mais on n'est pas une minorité numérique. Et vous comprenez donc pourquoi ce que je disais tout à l'heure, cette sorte de narratif contradictoire chez certaines personnes qui utilisent l'imaginaire neuroatypique comme étant une toute petite minorité encerclée par un énorme groupe de neurotypiques, tout en revendiquant une définition de la neuroatypie élargie et maximale, parce qu'elles préféreraient, parce que ça les arrange, c'est un discours incohérent qui ne tient pas la route. On ne peut pas avoir les deux. Voilà. Mais en tout cas, c'est super intéressant de regarder tous ces chiffres et d'imaginer un peu, en fonction des définitions, quelles seraient les forces en présence, si vous voulez. Encore une fois, tout ça, je vous le rappelle, on ne sait pas quelles sont les personnes neurotypiques, on ne peut pas, quand on rentre quelque part, savoir si une personne est neurotypique ou pas, d'autant plus que, même si on prend une liste vraiment restreinte qui s'en tient juste aux troubles du neurodéveloppement, on arrive quand même entre 16 à 20%. Donc 16 à 20%, c'est pas rien. Donc quand vous rentrez quelque part et que vous avez 10 personnes, vous en avez au moins 2 qui sont neuroatypiques, 2 ou 3, quoi. Donc voilà, à réfléchir. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser. Et dans ce cas-là, encore une fois, je vous le rappelle, vous pouvez aider intensément si vous en avez envie et si vous en avez les possibilités. Je vous le rappelle, c'est nécessaire pour moi pour continuer mon travail. Et si vous voulez commenter, n'oubliez pas de commenter dans le respect. Et je vous en remercie intensément. Portez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent vers là. Intensément, c'est le show potentiel vers là. Chaud.